Avec nous, un trio qui n'a pas froid aux yeux. Et pour cause, leur boulot, eh bien, c'est entre autres de nous raconter des histoires qui nous donnent la chair de poule. Damien Delceni, bienvenue. Vous êtes chef du service police-justice du Parisien aujourd'hui en France. On va parler avec vous des faits divers qui font partie d'ailleurs de l'ADN du journal depuis toujours, quasiment. Depuis le début. Depuis le début, et ça le reste, et ça se renforce même, moi, je trouve, ces dernières années. 3 pages, je crois, quotidiennes, quasiment dédiées plus tous les papiers qu'on publie sur le site tous les jours. Ouais. Christophe Delay, Dominique Rizet, bienvenue à vous. Christophe, Merci. vous présentez la matinale sur BFM et vous êtes le nouveau visage de l'émission culte Faites entrer l'accusé. Aux côtés de Dominique Rizet, l'émission revient tous les dimanches. C'est sur RMC Story à 21h10 et je vois que vous avez endossé votre costume d'enquêteur criminel. À chaque fois, on me fait la remarque, mais c'est ma tenue habituelle. Donc c'était absolument en raccord avec le poste à ce niveau-là. Au moins, voilà. C'est le vrai Christophe Delay qu'on a devant nous. Exactement. Alors, Faites entrer l'accusé, émission mythique lancée sur France 2 avec Christophe Ondelat. D'ailleurs, c'était il y a 23 ans. Un autre blouson en cuir aussi, d'ailleurs, à l'époque. Ça vous agace pas qu'on ramène toujours cette émission, d'ailleurs, à Christophe Ondelat? Mais pas du tout. Mais alors, pas du tout. Moi, j'admire beaucoup le journaliste Christophe Ondelat. Je l'admirais avant, je l'admire toujours. Il a inventé cette émission. Chaque fois qu'on parle de Faites entrer l'accusé, on parle de Christophe Ondelat. Il a inventé une écriture à la télé. Il a inventé une écriture à la radio aujourd'hui. Non, c'est un type éminemment respectable. On va revenir d'ailleurs sur les techniques de narration du fait divers qui ont largement évolué au fil des ans. Dominique Rizet, vous êtes consultant police-justice à BFM. Vous étiez au lancement d'ailleurs de Faites entrer l'accusé. Regardez-moi. Il y a plus de 20 ans. Vous aussi, vous êtes la mémoire de l'émission. Il n'y a pas que Thierry Moreau. J'avais des cheveux, moi aussi. Vous rigolez pas, ça peut vous arriver. Il y a un peu de jalousie, j'entends, dans votre voix. Non, je suis très bien comme ça. Vous avez je fais déjà de la moto, travaillé... Je mets mon casque et je me recoiffe jamais. Vous avez déjà travaillé ensemble avec Christophe Delay? Toujours. Bien sûr. C'est vrai? Depuis toujours. Enfin, depuis combien? 10-12 ans. Oui, 10-12 ans. Ouais, 12 ans. La cohabitation se passe bien, donc. Ça a facilité évidemment les choses. C'est-à-dire qu'avec Dominique, on se connaît par cœur. On se parle, enfin, lorsqu'on est ensemble en studio, on se connaît à la respiration. Exactement. Donc, pour les plateaux de Faites entrer l'accusé, qui sont l'un des éléments seulement, évidemment, c'est très important. Parce que l'idée, c'est que l'émission est très écrite, comme vous le savez, mais qu'avec Dominique, on peut prendre de la liberté sur le texte. Et à un moment, on a l'impression qu'on est tous les deux, je crois, et qu'on est dans une conversation. Donc ça contribue beaucoup, le fait qu'on se connaisse depuis longtemps, à cette fluidité, évidemment, de l'émission. Faites entrer l'accusé, c'est donc ce soir sur RMC Story, l'occasion de revenir sur un fait divers méconnu, mais haletant. C'est l'affaire Verdure. Regardez. Ce soir, il y a des crimes dont personne ne parle, les victimes silencieuses. il aura fallu près de 7 mois pour identifier la victime. Ce qui est frappant, c'est que son visage est vraiment massacré. 1 an d'enquête pour retrouver la trace du meurtrier. Le sang qui est sous son pied pourrait être celui du meurtrier. 5 ans et 2 procès pour retenir la culpabilité d'Alexandre Verdure qui clame toujours son innocence. Monsieur Verdure est apparu très agressif par rapport à mes questions qui dérangeaient sa version des faits. Inédit, Faites entrer l'accusé, présenté par Christophe Delay et Dominique Rizet, ce soir à 21h10 sur RMC Story et RMC BFM Play. Damien Delceni, vous la connaissiez, cette histoire-là? Alors, un petit peu, c'est pas l'affaire effectivement la plus connue de ces dernières années, mais je trouve ça bien justement d'aller explorer d'autres histoires. Alors après, Faites entrer l'accusé existe depuis tellement longtemps qu'ils ont déjà ratissé pas mal, mais il y a souvent, d'ailleurs dans des histoires qui n'ont pas forcément fait la une, des vraies trajectoires, des vrais personnages, parce que c'est ça en fait qu'on recherche dans le fait divers. C'est au-delà de l'intrigue, il y a les personnages aussi. Ouais, c'est ça aussi, effectivement, la difficulté, Christophe, c'est de trouver de nouveaux faits divers. Alors c'est vrai, c'est une difficulté, c'est le travail que réalise depuis tant d'années Isabelle Clairat, qui est la rédactrice en chef de l'émission et qui effectivement recherche ces histoires. Moi, c'est celle que je préfère. Parce que Damien a raison. Les histoires peu connues, mais connues. Oui, parce que les histoires connues, on a fait l'affaire Lelandais, on va faire l'affaire Élodie Cully, qui sont des histoires évidemment qui ont marqué l'actualité du fait divers. Pourtant, enfin, c'est pas forcément les plus intéressantes parce qu'on connaît le début, on connaît la fin. Alors que sur ces petites histoires, entre guillemets, c'est pas des petites histoires d'ailleurs, parce que localement, elles ont marqué les régions, les départements. Vous ne connaissez pas cette histoire, et on va vous emmener avec Dominique du début jusqu'au procès, en fait. Dans cette histoire, il y a deux éléments qui sont... Les gendarmes vont faire quelque chose, on ne va pas raconter ça, parce que les gendarmes vont faire quelque chose, vont mener des investigations scientifiques. Christophe m'aurait posé la question en direct en me disant, Dominique, est-ce qu'il est possible
de découvrir des choses en faisant ça dans une enquête dites-nous judiciaire. quoi, maintenant, on a envie de savoir. J'aurais dit non, c'est impossible. Allez, on va donner un élément. Oui. Donc c'est l'histoire d'une petite prostituée roumaine qui est retrouvée au fin fond d'un ravin du Jura. Et rien. Peu d'indices, sinon une tache de sang sur le pied de cette petite roumaine. Le temps passe, les enquêteurs travaillent, les gendarmes travaillent, la Suisse est de l'autre côté, et un jour en Suisse, on découvre dans un champ une carte d'identité. Et pas très loin de ce champ, une flaque de sang que les enquêteurs suisses ont effectivement dans leur dossier, mais auquel ils n'ont pas prêté attention, sans doute une bête qui a été écrasée. Et les gendarmes se posent une question et se disent il y a peut-être une connexion entre cette carte d'identité et cette tache de sang. Sauf que 6 mois sont passés, l'hiver est passé, les voitures sont passées sur cette route. Toutes les traces ont les été Suisses en rigolent et disent non mais nettoyées. Les gendarmes disent on peut faire un prélèvement. Les Suisses disent allez-y, mais vous ne trouverez jamais. Les gendarmes y vont. Ils font un carottage dans le béton et ils trouvent l'ADN. Ils trouvent l'ADN 6 mois Qui après. va correspondre, j'en dis pas plus. Dans le béton, incroyable. Dans le béton. Ça donne envie de regarder. Ça donne envie de regarder, ça sera ce soir, du coup, sur RMC Story à 21h10. J'en ai fait 290, ça va faire partie de mon top 5. Top 5 de vos histoires préférées. Top 5. Ah bah voilà, donc ça donne envie de Vous verrez regarder. que ça sera repris par des scénaristes un jour dans un film, parce que c'est tellement incroyable. On a entendu quelque chose d'intéressant. En période de crise, les faits divers, ça rassure. Ça peut paraître presque paradoxal, cette phrase. En gros, c'est se dire, il y a pire ailleurs, hein, et ça ne nous arrive pas à nous. Sans doute. Moi, j'ai jamais tellement... je n'ai jamais fait cette réflexion-là sur le côté crise, pas crise. Moi, je pense quand même que c'est un genre qui fonctionne tout le temps. À partir du moment où, encore une fois, on a des histoires qui sont concernantes et qui vont toucher... Il y a une phrase qui est très juste, qui est l'histoire extraordinaire qui arrive à des gens ordinaires. Un bon fait divers, entre guillemets, c'est ça. C'est-à-dire que des règlements de compte entre voyous, ça intéresse pas grand monde, parce que finalement, c'est des voyous qui se tuent entre eux. Mais quand ça commence à toucher des gens qui peuvent être votre voisin, qui peuvent être votre mère, votre sœur, votre fils, bah, tout de suite, la personne qui va lire ce fait divers, elle va se sentir concernée, elle va se dire « ça peut m'arriver à moi ». C'est pour ça que les faits divers, par exemple, les disparitions fonctionnent, ont vraiment un public, il y a une appétence, parce que c'est le truc qui vous tombe dessus, en fait. Et c'est intéressant parce que ça, pour le coup, ça concerne toutes les chaînes, on l'a vu, ça intéresse tous les types de téléspectateurs, sur toutes les télés. Oui, on a regardé un peu ce que représentait le fait divers dans les journaux télévisés. Alors, on n'a pas trouvé de chiffres plus récents que ceux de 2012, mais en 2012 déjà, il y avait plus de 2000 sujets qui avaient été faits rien que sur les 20 heures, les journaux de TF1, de France 2, de France 3, de M6 et de Arte. C'est 9,5% des sujets qui sont diffusés dans le 1945 d'M6. J'imagine que la tendance n'a pas dû s'améliorer avec le boom des chaînes info continues. Dominique, par exemple, une semaine comme celle-ci, avec l'affaire Lina, vous êtes intervenu combien de fois sur l'antenne de BFM TV ? En début de semaine, j'étais pas là parce qu'on est en train de préparer des tournages de Faites entrer l'accusé, mais sinon j'aurais été là tous les jours. En fait, le fait divers écrase tout. C'est-à-dire qu'au moment où on retrouverait ou pas la petite Lina, au moment où on retrouve ou non le petit Émile, tout le reste va disparaître. Quoi qu'on ait préparé, quels que soient les programmes, quel que soit le travail des rédacteurs en chef pour installer une journée d'information, tout va disparaître. Vous allez voir édition spéciale, c'est comme le tremblement de terre au Maroc. C'est l'émotion qui prend aussi le pas. Tout va s'arrêter parce qu'on va avoir des informations, des révélations à faire. Et vraiment, je vous assure, le fait divers écrase tout. Moi, je déteste cette notion de fait divers. Regardez ces deux mots. Vous n'aimez pas même le mot de fait divers ? Regardez ces deux mots. Fait divers. C'est assez méprisant. Fait divers. Histoire vraie, crime réel. Mais je trouve que la notion de fait divers déshumanise totalement les histoires qu'on raconte. Et moi, ce qui me frappe dans ce que vous avez montré, dans ce que dit aussi Damien, c'est qu'en fait, tous les gens que l'on voit, ça pourrait être nos voisins, ce sont peut-être nos voisins. La petite Lina, ça peut être notre fille, en fait, dans les circonstances dans lesquelles elle a disparu. Et donc, je trouve que respecter l'humain de ces histoires, c'est ne pas appeler ces histoires des faits divers, je crois. Est-ce que certains faits divers, je vais plus oser le dire, certaines histoires résonnent plus aussi parce que finalement la société est davantage sensibilisée. Je pense notamment à l'affaire Jonathan Daval qui avait tué son épouse Alexia. Pour le coup, ça arrive dans un contexte de questionnement et de révélation autour du terme de féminicide. Ça joue un rôle en fait aussi.
Oui, mais parce que les histoires, les faits divers sont le parfait reflet en général de notre société. Et je pense que c'est même eux, en fait, qui à un moment donné, nous amènent sur des problèmes de société et pas l'inverse. Et en fait, beaucoup de choses, les féminicides, c'est un exemple parfait pour ça. Ça existe depuis malheureusement très longtemps. Et il a fallu qu'à un moment donné, effectivement, il y ait une focale sur 2-3 affaires un peu emblématiques pour que ça devienne un problème de société, un phénomène de société. Et même aborder des sujets finalement jusqu'alors tabous, comme l'inceste, comme les parricides ou les infanticides, que les faits divers aident aussi peut-être à relayer. Oui, parce qu'encore une fois, on part toujours d'une histoire. On part pas de rien, on part toujours d'une histoire. Et à partir de cette histoire, effectivement, souvent, elle va révéler un certain nombre de choses sur des drames intimes, des choses des sujets qui sont effectivement difficiles. C'est toujours difficile de parler d'inceste, de parler de violences sexuelles intrafamiliales. C'est jamais des sujets gays et faciles. Mais en général, on sort une histoire et on se rend compte à ce moment-là que ça concerne en fait énormément de gens autour. Des faits divers et des histoires, vous le disiez, qui existent pour la plupart depuis la nuit des temps. Et c'est vrai, pour le coup, le fait divers fascine les Français depuis des siècles. Et oui, ça remonte, je vais vous donner le nom d'un personnage qui s'appelle Moïse Polydore Millot. C'était le patron et le fondateur du Petit Journal. Et c'est lui, là, qui un jour, on est en septembre 1869, il y a une affaire horrible d'une famille qui est enterrée dans un champ, c'est l'affaire Troppmann. Et il dit à ses journalistes, au lieu d'attendre le procès et de suivre le procès, on va enquêter tous les jours et on va feuilletonner quotidiennement. Il triple les ventes de son journal, il devient d'ailleurs le journal le plus lu au monde. Et puis, on va faire un saut dans le temps, on va revenir 120 ans plus tôt avec un autre personnage clé. On est en septembre 90 et un homme, Jacques Pradel, invente une émission avec ses équipes, perdu de vue. Et là, c'est un véritable phénomène. 10 millions de téléspectateurs par émission, jusqu'à 3000 lettres par mois de gens qui s'adressent à lui. Et ça va durer 7 ans. Alors aujourd'hui, la version, ça s'appelle Appel à témoins. C'est Julien Courbet qui le fait sur M6, mais on est quand même dans cette veine-là. Est-ce que, d'ailleurs, les journalistes travaillent main dans la main avec les enquêteurs? Là, Jacques Pradel, il travaillait main dans la main avec les enquêteurs, mais parfois, on le sait, depuis l'affaire du petit Grégory, les journalistes viennent perturber le travail des enquêteurs. Est-ce que vous retenez des informations pour ne pas perturber le travail des policiers? C'est-à-dire que nous, notre travail, il consiste quand même à obtenir des informations auprès de personnes qui ne sont pas habilitées à nous les donner. Ça, c'est la base de notre travail. Mais est-ce que vous balancez tout ensuite? Non, après, il y a deux choses. Il y a est-ce qu'on va mettre en danger une enquête? Jamais un journaliste, aussi fougueux soit-il, ne va se dire « je vais mettre en danger une enquête pour faire un scoop et pour être devant tout le monde ». Enfin, s'il fait ça, c'est un idiot et il n'a pas d'avenir dans ce métier-là. Donc nous, il y a deux objectifs. Ne pas perturber une enquête et ne pas révéler des choses qui peuvent la mettre en péril. Et puis après, nous, évidemment, on protège nos sources. Ces personnes qui nous parlent, qui nous donnent des informations, le but, c'est qu'elles n'aient pas de problème derrière. Donc, effectivement, quand elles nous donnent des infos et qu'elles nous disent il faut attendre ou il faut la valider par d'autres biais, ce qu'on appelle nous blanchir une source ou blanchir une info, c'est-à-dire on a une info, on va la soumettre à 2-3 autres sources, comme ça, pour noyer un peu la source de départ, parce qu'il faut protéger nos sources. Sinon, nous, on n'a pas de source, on ne peut pas travailler. La difficulté, c'est de ne pas enquêter à la place des enquêteurs ou de spéculer, en fait. C'est ça, pour un journaliste. Pas perturber l'enquête. Nous, le cas s'est posé cette semaine dans l'affaire Lina. Mélanie Vecchio, du service police-justice de BFM TV, a enquêté dans l'entourage de la jeune fille. Elle a recueilli un certain nombre de témoignages. Voilà, elle les a analysés, elle nous les a fournis. Elle nous a dit « j'hésite parce que j'ai un doute. J'ai un doute. Voilà, est-ce que ce témoignage est digne de foi? Est-ce qu'il est suffisamment corroboré ?» Donc on a retenu l'information. On aurait pu évidemment la donner si nous n'avions pas été sérieux. Nous l'avons gardée. Là, on parle des faits divers qui font l'actualité. Et puis, il y a les grandes affaires déjà classées. Là, pour le coup, l'enquête est déjà faite, déjà jugée parfois. Et c'est notamment les affaires que vous traitez dans Faites entrer l'accusé. Et c'est une émission qui en a inspiré des tas d'autres. Regardez. Le 25 avril 2017, Bénédicte Belair est retrouvée morte chez elle. La vie d'Aïssatou tourne au cauchemar le 18 septembre 2016. Une voisine la retrouve devant l'ascenseur de son immeuble, dans une mare de sang. Tout commence à Loiron-Ruillé, une petite commune de 2700 habitants à peine, qu'un terrible drame va venir bouleverser la vie de ce village, en apparence si paisible. La communication a été brutalement interrompue, parce qu'il n'y avait plus de réseau. Ça sera le dernier signe de vie de Géraldine et de Katia. Bienvenue dans Affaires sensibles. C'est l'un des cold cases qui fascine la France depuis plus de 10 ans. La tuerie de Chevaline. Le 27 avril 2007, une jeune femme est retrouvée morte à son domicile. Elle a été sauvagement assassinée. Aujourd'hui, Benoît, on voit là que le fait divers finalement se décline sous tous les formats possibles, alors, et pas seulement les chaînes traditionnelles.
Ah oui, bien sûr. Notamment maintenant, les séries policières, c'est selon les reines de Netflix. Vous avez sans doute vu les séries documentaires sur le petit Grégory, qui est très bonne, ou sur Monique Fourniret. Est-ce que, justement, la façon qu'a eu Netflix de réécrire le fait divers, est-ce que ça vous a inspiré pour Faites entrer l'accusé, pour revoir la façon d'écrire la histoire? Moi, je dirais pas que la série Netflix sur Grégory est très bonne, parce qu'il y a un parti... Mais non, il y a un parti pris. Dans cette série, c'est Bernard Laroche coupable, alors que je suis désolé, Bernard Laroche, il n'a jamais été condamné. Il est mort innocent, tué par le père de Jean-Marie de Grégory Villemin. Mais sur cette technique narrative assez étonnante, en effet, est-ce que quand même on ne se pose pas la question sur la manière dont on va ensuite rédiger sur Netflix, le corbeau dans la chambre, le corbeau qui vole dans ça vous a pas plu? Mais non, ça ne m'a pas plu, bien sûr que non. Trop de dramatisation, finalement. Oui, voilà, et puis un parti pris, encore une fois, un parti pris. Vous savez, dans l'affaire Grégory, il y a toujours deux camps aujourd'hui. Il y a des choses on a interdiction de dire parce que ce camp-là nous empêche... Voilà, moi j'ai Marie-Ange Laroche au téléphone, et pour ça je dis... De temps en temps, j'ai un peu de mal à continuer à faire ce métier. J'ai Marie-Ange Laroche qui m'appelle au téléphone parfois tard le soir en me disant « Dominique, voilà, Bernard, mes enfants me disent que... Voilà, Bernard Laroche, tout le monde le condamne. Il n'a jamais été condamné. » Enfin, je veux dire, c'est... Vous dites que vous avez un peu de mal aujourd'hui peut-être à faire ce métier. Est-ce que c'est quelque chose qui vous poursuit, tous ces faits divers dont on parle depuis le début, qui sont des choses très lourdes à porter? Ça s'est bien passé pendant des années. Et là, depuis 2-3 ans, j'ai un peu de mal. Alors peut-être parce que... Mais non, je vais pas te lâcher. Bien sûr, je vais rester là. Non, peut-être parce que je vieillis, peut-être parce que j'ai du mal à comprendre cette société, parce que je fais pas simplement du fait divers ou des affaires judiciaires. Je vais en prison voir des gens. Je me suis occupé d'un prisonnier. Je suis allé voir Patrick Henry jusqu'à sa mort en prison. Je vais en voir d'autres. J'ai des gens qui m'appellent. Alors Marie-Ange Laroche, je suis en contact avec les parents d'Alexia Laval. De vivre avec tout ça je suis en contact avec les parents d'Ingrid qui a été tuée par Christian Van Geloven en 1991. Je veux dire, c'est mon quotidien. J'ai une armée de gentils fantômes avec moi, mais c'est mon quotidien. Donc il faut avoir d'autres choses à côté. Pour Jean-Alphonse Richard et moi, on a une passion tous les deux, les voitures anciennes. On bricole nos vieilles bagnoles, ça marche jamais. Vous aussi, vous aimez la bagnole? Ouais, il y a de la graisse plein le garage. C'est des vieilles caisses, j'ai une vieille traction avant qui me fait plein de misère. Elle m'occupe. Elle me fait passer du temps. J'ai 5 enfants qui m'occupent aussi. Et la campagne. La bagnole et la campagne. Bon. Donc vous allez encore rester quelques années aux côtés de Christophe Delay.